Donc, bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce live de Shape. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler des données et de l'intelligence artificielle. Voilà, comment est-ce que l'IA est entrée dans notre vie? Qu'est-ce que c'est l'IA concrètement? Est-ce que l'IA pose des problèmes ou alors des questions d'éthique ou d'autres questions? Quels sont les domaines d'application de l'IA également? Donc, nous allons parcourir tous ces thèmes-là et bien d'autres avec notre invité du jour, Melvin Focam. Je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même et après, nous pourrons commencer directement euh, le vif du sujet. Donc, bonsoir Melvin. Ok, bonsoir. Bonsoir Donald Monté, j'espère que tu vas bien. Oui, ça Euh, va. Toi aussi, ok, j'espère. oui. Moi c'est Melvin Foucam, je suis étudiant à l'université Yaoundé 1 en sciences de données. Et par ailleurs, je fais dans le freelance dédicacé à l'utilisation des algorithmes de machine learning pour résoudre des problèmes dans les domaines comme la santé et la finance. Ok, ok. Super. Bon, j'imagine qu'on pourra justement, on en parlera dans la suite de l'émission. Donc, pour directement entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner une définition de l'intelligence artificielle? Là, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ok, de façon brève, on pourra dire que l'intelligence artificielle déjà est un domaine de l'informatique dont le but est de créer des systèmes qui sont capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, comme ces tâches, nous pouvons penser à la perception humaine, nous pouvons penser à la compréhension du langage naturel et la prise de décision dans des structures et entreprises et éventuellement aussi des résolutions de problèmes. Donc, en gros, s'il faut donner une définition pour le commun des mortels, on dira juste que l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'intelligence informatique dont le but est d'essayer de reproduire l'intelligence humaine. Ok, je comprends. Donc, tu as parlé de trois principales, trois, si j'ai bien compté, aspects. Tu as parlé de la perception visuelle, c'est-à-dire c'est la capacité que qu'a les humains à reconnaître les choses, c'est ça, pas la vue, à Bon, là, distinguer les objets par la vue, c'est ça. Ou bien, exactement, c'était juste pour présenter ouais, quelques, présenter un peu. ouais, quelques Je domaines. vois. Ce qu'on peut dire, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est pour reproduire le comportement humain. On peut voir le comportement humain sur divers aspects, notamment les sens. Notamment, si on parle de sens, on peut voir le son, on peut voir l'ouïe et tout cela. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a donc des branches qui sont Ok, créées, qui traitent de chaque aspect sensoriel du corps humain. Quand on parle de la vision humaine, on parle donc de vision par ordinateur. Quand on parle du traitement de langage, on voit en informatique ou en machine learning précisément ce qu'on appelle le domaine de NLP. Si on voit la motricité humaine, on pense là au champ qui est la mhm. robotique. Et quand on parle de La la robotique, ok. connaissance, on voit là des modèles de réseau de neurones qui ici essayent donc de reproduire le sens humain. Donc en gros, c'est un peu ça l'intelligence artificielle dans sa globalité. D'accord, d'accord, je vois, je comprends mieux. C'est vrai que dans ta définition, bon, c'est possible déjà de voir à peu près les objectifs, mais est-ce que tu peux nous dire en gros dans quel est le but ou bien les objectifs en fait de développer des IA, etc. Pourquoi est-ce qu'on les Donc, développe? comme Voilà, on a dit, pour quel but? l'idée c'est de pouvoir reproduire l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine nous permet de réaliser un Ok, ensemble de donc, tâches au quotidien, les tâches qui sont liées au travail manuel. Les intelligences artificielles que nous développons grâce notamment à des visions par ordinateur peuvent nous permettre de réaliser un ensemble d'opérations manuelles. Nous avons les tâches qui sont des tâches automatiques, notamment ok, les tâches de calcul. Les intelligences artificielles que nous développons peuvent nous permettre de résoudre ces calculs-là. Donc, de façon générale, les intelligences artificielles sont développées comme ouais, des outils d'aide à l'humain pour réaliser un ensemble d'opérations. Quand on parle de vision par ordinateur, c'est de donner la de faculté tâches. à une IA de pouvoir percevoir son environnement pour des tâches peut-être de détection, pour des tâches éventuellement de surveillance. Donc en gros, ça vient un peu, c'est en fait, comme tu as dit, c'est dans le but de faire des outils qui peuvent aider
Aider dans l'humain. plusieurs tâches ou faciliter plusieurs tâches, en fait. Oui, c'est Ouais, aider ça. l'humain. Ok, ok, Oui, intéressant. D'accord. Mais c'est vrai que pour, euh, pour la plupart des gens, bon, moi y compris, pour moi, j'ai eu l'impression que l'IA a explosé il y a peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais plus trop, avec ChatGPT, mais j'imagine que l'histoire remonte un peu plus loin que ça. oui, oui. C'est-à-dire, donc, l'histoire de l'IA, comment ça a commencé jusqu'à là. Est-ce qu'on peut faire un bref historique de cette histoire-là? S'il faut vraiment parler de la naissance de l'intelligence artificielle, on pourra dire que l'intelligence artificielle date de longtemps. On pourra, par exemple, parler des années 1950, avec notamment les pionniers qui sont dans le domaine, comme Alan Turing et John Oui, McCarthy, qui déjà, à partir de cette période-là, ont faire croître ces notions-là. Sauf que pendant cette période des années 1950, l'intelligence artificielle n'était pas vraiment en vogue côté applicatif dû à certaines limites qui ont pu être palliées ces récentes années avec éventuellement le développement de super machines qui permettent la réalisation des gros calculs. Et vraiment, avec tous ces ouais. aspects technologiques en croissance, on peut donc utiliser ces algorithmes-là qui, comme on sait, ont besoin d'une grande quantité de données pour mieux apprendre les tâches à réaliser. Donc, l'intelligence artificielle ne date pas de maintenant, elle date des années, on peut dire, la création peut être située en 1950, mais l'explosion de Ok, l'intelligence artificielle est due au développement des outils technologiques. d'accord, d'accord. Donc c'est dû au développement des ordinateurs assez puissants ou d'autres outils pour pouvoir Oui, oui, implémenter tous les algorithmes et tout, oui, les calculs. exactement. D'accord. Ok, ok, je vois, c'est clair. Mais moi, là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Tu as par exemple parlé de système de détection, tu as parlé de tout ça. Oui. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces IA-là soient capables de savoir que là, il y a un intrus, là, voilà quelqu'un qui passe, voilà une souris, voilà, de détecter. Voilà, plus généralement, comment ça fonctionne en fait? Comment est-ce qu'on OK. fait pour qu'une IA soit capable de faire tout ça? Voilà, de façon générale, il y a ce qu'on appelle les IA prédictives. Dans les IA prédictives, nous avons notamment des algorithmes d'apprentissage artificiel que nous entraînons dans ce qu'on appelle le domaine du machine learning. Et parmi ces algorithmes, Ok, il y en a plusieurs catégories, notamment la catégorie des apprentissages supervisés. Lorsque nous voulons apprendre une IA capable de faire ce qu'on appelle la reconnaissance. On utilise majoritairement des algorithmes d'apprentissage supervisé. C'est quoi un algorithme d'apprentissage supervisé? Ici, ce sera un algorithme qui sera appris sur des données étiquetées. Une donnée étiquetée peut être de diverses natures, soit une donnée textuelle si on fait du traitement du langage, soit une image si nous faisons la vision par ordinateur. Et à chaque image, par exemple, on peut allouer ce qu'on appelle une étiquette ou un label. Dans un cas, si on veut faire la classification d'animaux, notamment entre des chiens et des chats, à chaque image que nous allons collecter, nous allons donner une étiquette, soit c'est un chien, soit c'est un chat. Et à partir des algorithmes de machine learning, nous allons donc entraîner ok, une IA capable de faire ces détections-là. d'accord, Et d'accord, ok, ok, je comprends. Donc, donc, si j'ai bien compris l'apprentissage supervisé que tu viens oui, d'expliquer, c'est-à-dire oui, si on veut que l'IA soit capable de reconnaître un chat, par exemple, on va lui oui, donner plusieurs images de chats sous différents angles, différentes tailles, tout, et lui oui. dire ça c'est un chat. Puis voilà, on va dire ça c'est un chat et tout et tout. Et là, il sera capable, à chaque fois qu'il voit tous les détails qu'on lui a montrés, il dit c'est un chat. Bon, Si j'ai bien peut-être qu'on compris, n'a hein. pas bien compris, mais je vais être c'est un peu plus clair. Ouais, Ce que je dis, c'est qu'on va ok. construire ce qu'on appelle un dataset. Un dataset Mhm. qui sera composé d'un ensemble d'images Oui, où nous allons donner des images de l'origine. Par exemple, si on veut faire la classification, comme j'ai dit, on veut faire une IA capable d'identifier un chat, un chien, par exemple. Nous allons donc entraîner ce qu'on appelle un ok, algorithme de machine learning
sur le dataset fourni. L'algorithme de machine learning, puisqu'étant une suite d'instructions euh, écrites via des opérations mathématiques, va essayer d'extraire les caractéristiques pertinentes de ce jeu de données-là. Ces caractéristiques pertinentes-là Ok, qui vont nous permettre de mieux gérer la décision lors des tâches de classification. Et tout cela se fait grâce aux algorithmes de machine learning, classification supervisée. Nous avons notamment les arbres de décision. Nous avons les supports vecteurs machine, ce qu'on appelle SVM. Nous avons plein d'algorithmes comme ça qui vont pouvoir faire ces tâches. Nous avons aussi des réseaux de ok, neurones d'accord. qui peuvent être entraînés pour réaliser ces opérations. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok. Euh, Tout à l'heure, je t'ai coupé. Bon, j'ai dans ton élan. Je sais pas si tu peux continuer. Euh, Ok. Oui, comme j'ai eu à dire, euh, dans le machine learning, nous n'avons pas uniquement des algorithmes d'apprentissage supervisés. Nous avons aussi une catégorie que nous appelons des apprentissages non supervisés, où ici, l'objectif, c'est de pouvoir faire des regroupements par similarité entre individus. Donc ici, nous allons recueillir un ensemble de données, et nous allons essayer, à partir des caractéristiques de ces données, quand on parle de caractéristiques, ça peut être un ensemble d'attributs. Je prends un exemple, si nous sommes dans le contexte scolaire, on souhaite éventuellement faire une étude, par exemple, dans une école comme Polytechnique. Est-ce qu'on peut regrouper, la question qu'on ouais, peut se poser, c'est est-ce qu'on peut regrouper les étudiants de Polytechnique en groupe? Si oui, combien de groupes on peut faire le regroupement? C'est donc à ce niveau qu'on utilise ce qu'on appelle des algorithmes non supervisés ou les tâches de clustering. Et grâce notamment à des algorithmes comme ok. Camille et Tessera, on va essayer donc, dans l'ensemble de données fournies de faire des groupes. Et à la fin, à partir des groupes obtenus, on peut faire éventuellement des descriptions ou des tâches d'annotation. Par exemple, ici, les tâches d'annotation, ça serait par exemple de dire, dans cet ensemble, si on remarque que ces individus sont similaires, et après étude par un expert, il pourra dire que oui, ces individus, par exemple, sont des étudiants qui ont éventuellement eu une bonne moyenne, ou bien sont des étudiants qui ont des moyennes basses, etc. Donc, c'est cet Ah, ensemble je vois. d'opérations qu'on peut effectuer avec les algorithmes non supervisés. Ok, Donc, ok, ok. Donc de la même promo, ça peut dire ils sont de la même promo, ils sont pas de la même promo et tout du genre. euh, dit même promo, c'est pas Et vraiment que ça ça peut être ce l'objectif. genre de groupe. L'objectif, c'est pas vraiment ça de dire que c'est la même promo. C'est par exemple de dire, si nous entrons dans une salle de classe, on veut savoir si dans une Mhm. salle de classe, on peut faire des groupes, peut-être de personnes en termes de connaissances sur un domaine. Et pour faire ces groupes-là, Ah, on ok, peut dire dans la que, même salle, ok. oui, dans la même salle ou bien dans une école, on peut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on Ok, va évaluer un ensemble de caractéristiques. Les caractéristiques peuvent être l'âge, ça peut être la taille, ça peut être un ensemble de choses comme ça. Et après ça, on peut dire par exemple que après un regroupement, on peut dire les étudiants de moins de 14 ans, par exemple, ont tendance à beaucoup réussir. Ça peut être l'information qu'on peut tirer du recouvrement fait. C'est-à-dire qu'on a fait les oui, groupes, oui. on a vu que la plupart des étudiants qui sont proches de 14 ans, après analyse par l'expert, il se rend compte que dans ces étudiants-là, lorsqu'on regarde le note finale, ils sont majoritairement admis. Ça peut être des informations qui vont nous permettre de dire que, éventuellement, les groupes formés peuvent tirer un ensemble d'informations. C'est en quoi consistent les tâches du Information. clustering. Oui. Ok, 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 d'accord, ouais. Merci, c'est bon, je vois. Euh, c'est vrai que dans tous ces exemples-là, je vois que à chaque fois, on a besoin d'une certaine base de données d'abord pour pouvoir entraîner les algorithmes et pouvoir faire des trucs. Donc, en gros, il n'y a pas d'IA sans données, Ouais. ou bien Euh, c'est trop en radical de dire gros, en ça. gros, en gros, vous l'avez mentionné, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans données. C'est comme le système humain. Nous apprenons à partir naturellement de Ouais. l'expérience qu'on acquiert, qui De est, l'interaction qu'on a avec l'environnement, oui, ouais. voilà. Et ces interactions-là peuvent nous permettre de recueillir les données. Les données peuvent être des observations. Par exemple, lorsque nous Mhm. voulons apprendre à parler une langue,
il y a une donnée qui est transmise, la donnée sonore. Par exemple, l'enseignant va dire, Ouais. va épeler un mot. Vous aussi, vous allez capter cela avant de pouvoir mémoriser. C'est le même processus dont a besoin l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a besoin des données à partir desquelles il va apprendre. Ok, ok, ok. Je je comprends, je vois. Très intéressant. Donc voilà, quand on a déjà décrit ce que c'est qu'une IA, on a parlé du fonctionnement, comment est-ce qu'on entraîne les IA et tout, et du rôle primordial qu'ont les données dans l'IA. Maintenant, j'aimerais qu'on discute un peu des métiers. En gros, quels sont, là, et une fois définis comme ça, quels sont les métiers dont le rôle vraiment du métier, c'est d'utiliser l'IA pour faire son travail, en fait. C'est que l'IA est vraiment au cœur de son métier, du métier, pas Bon, seulement un ajout ou un outil, mais c'est vraiment au cœur du métier. déjà, ce que je peux dire, c'est comme au départ, la définition que j'avais faite, c'est que l'IA, c'est un domaine dont l'objectif, c'est de pouvoir mimer le comportement humain. Et maintenant, donc, pour pouvoir réaliser ce processus de création d'intelligence artificielle, Ouais. il y a un ensemble de métiers qui naissent. Nous partons là d'abord du métier de data analyst. Le métier de data analyst, ici, le data analyst a pour fonction de pouvoir faire de l'analyse descriptive déjà des données. Une analyse descriptive, c'est quoi? C'est dire, nous avons un ensemble de données, essayons de pouvoir ressortir des informations à partir de ces données-là. Ça, c'est le Ok. travail du data analyst. Lorsque nous, majoritairement, après avoir réalisé l'analyse de données, et on passe à une opération, généralement, lorsqu'on collecte des données, il peut s'avérer que après analyse de ces données-là, nous constatons qu'il y a des données erronées, des données erronées qui sont éventuellement définies par des experts. L'expertise revêt quoi? Si par exemple nous Mhm. faisons une étude sur une population et après avoir recueilli un attribut comme l'âge, on se rend compte qu'on voit dans le jeu de données l'âge 1000 ans. Là, ça pose vraiment un questionnement puisqu'on sait que 1000 ans, dans notre contexte, un contexte réel, c'est pas vraiment ça. Ou bien si nous voyons par exemple âge Oui, moins oui. 5 Un ans, homme ne peut pas vivre 1000 ans. Mhm. voilà, par exemple. Ouais. Si on voit l'âge moins 5 ans, si on voit, etc. Ça, ce sont des imperfections qui sont recueillies lors de l'analyse de données. Lorsqu'on a recueilli ces imperfections-là, il est question de faire les opérations de pré-traitement sur ces données-là. Les opérations de pré-traitement ici, c'est pour essayer donc de réduire les erreurs qui ont été introduites dans les données recueillies. Et là, lorsque nous faisons les opérations de pré-traitement, il y a un métier qu'on appelle le data engineer. Le data engineer, là, lui, son rôle, c'est de pouvoir réaliser un ensemble d'opérations qui vont permettre de rendre les données mieux exploitables en vérifiant exactement que ces données sont fiables grâce à des Ok. opérations éventuellement de normalisation, des opérations de pré-traitement de valeurs manquantes et tout autre. Lorsque on a fait cette étape de pré-traitement des données, nous passons, il y a un domaine, un métier qu'on appelle data scientist. Le principal rôle du data scientist ici, c'est de pouvoir faire, comme au contraire de data analyst, c'est de pouvoir faire de l'analyse prédictive et prescriptive. Prédictive dans le sens où on essaye de construire des modèles qui vont pouvoir euh, donner des valeurs face à une nouvelle entrée. Et prescriptive, c'est dans l'optique de pouvoir produire des recommandations et des solutions. Ça, c'est dans le rôle du data scientist. Ok. Et lui, il utilise principalement des algorithmes de machine learning pour réaliser ces tâches-là. Et après, D'accord. lorsqu'on a conçu des modèles, on se limite pas là, puisque des modèles doivent être déployés. Il y a maintenant Oui. d'autres métiers, notamment ce qu'on appelle l'architecte, data architecte, dont son rôle c'est de définir une architecture pour les données. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé l'opération de pré-traitement, on a entraîné le modèle. Il peut s'avérer Mhm. que le modèle entraîné sur les premières opérations de pré-traitement n'est pas assez fiable. On va reprendre dans le processus. Après avoir réalisé tout ce processus-là,
Le data architect, son travail sera donc de dire, voici la structure des données partant de l'opération de pré-traitement à l'opération euh, de création de modèles. Voici dans l'architecture, le pipeline des données suivi. Pourquoi est-ce qu'on définit ce pipeline? Parce que lorsqu'on va vouloir utiliser les modèles, on devra éventuellement suivre le même pipeline pour pouvoir s'assurer que le modèle sera performant sur les données qui sont entrées. Je prends un exemple. Tout à l'heure, on s'est rendu compte, on a dit que si on récoltait des données, on voyait moins 100 ans, on devait faire une opération dessus, sur cette valeur-là. Soit cela supprimer, soit éventuellement la remplacer. Ouais. Si, on veut utiliser une intelligence artificielle dans un contexte réel, un utilisateur par mégarde entre ces moins 100 ans. Avant, le processus qui doit être implémenté par l'application d'intelligence artificielle, c'est la correction donc, des données qui ont été entrées par l'utilisateur. C'est donc tout cela qui est défini donc, par le data architect. Et lorsque les données sont propres pour être passées au modèle, le modèle donc, va faire ce qu'on appelle la prédiction. Donc, le data architect définit dans l'architecture des données. Et ensuite, il y a maintenant ce qu'on appelle euh, le MLOps pour certains, lui qui est un domaine en vogue actuellement. Le rôle, c'est vraiment de s'assurer des opérations de déploiement des modèles machine learning ou des modèles d'intelligence artificielle. Donc, en gros, ce sont les métiers vraiment qui sont liés à l'intelligence artificielle. C'est vrai que si on entre là maintenant dans des sous-branches, on pourra encore extraire d'autres métiers. Mais de façon générale, suivant le processus de Mhm. création d'une intelligence artificielle, voilà les Ouais. principales fonctions qui sont très importantes dans la chaîne. Nous pouvons éventuellement même bien Dans le après voir processus, quoi. les métiers de Ouais. business understanding. Ok, cool. Ok, cool. Donc, c'est vraiment une chaîne. C'est vraiment toute une Oui, chaîne et chaque membre de la chaîne a un rôle spécifique. oui, c'est Et vraiment très une souvent, d'après ce chaîne. que tu as dit, si un maillon n'a pas fait son travail, l'autre maillon ne peut pas faire son travail, en fait. Exactement. Ça se Si un suit. maillon fait aussi mal Ça son se suit. travail, ça peut impacter sur tous les autres maillons. Donc, il est vraiment Maillon, ouais. important que chacun fasse son travail. C'est pour ça on a dû, à un moment, faire des subdivisions pour donner la capacité à chacun de pouvoir maîtriser concrètement en quoi consiste sa tâche. Parce que en cas d'une erreur, l'erreur se répercute sur C'est tout tout. le processus. Sur toute la chaîne, ouais, tout le processus. Exactement. Ok. C'est vraiment très intéressant. Mais quels sont là, tous ces différents maillons, tous ces différents métiers-là sont vraiment orientés IA et tout. Mais quels sont les métiers comme ça les métiers comme ça classiques, bon, je ne veux pas dire classiques, mais les métiers comme ça lambda, on va dire, dans lesquels l'IA peut avoir des applications concrètes en fait. Ouais, Une fois qu'on a fini ce processus, où est-ce qu'on peut l'appliquer concrètement voilà. dans d'autres domaines?